Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la situation en Ukraine pour 2025. C'est un carrefour géopolitique assez complexe, avec beaucoup de dynamiques qui changent. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a plusieurs documents sous la main. Des sondages récents là, de Destin commun en Europe, des analyses sur la politique américaine, notamment de la BBC et de Telos. Oui, et puis un article de Newsweek sur le risque nucléaire, sans oublier les scénarios de l'Institut Royal Supérieur de Défense, le think tank belge, et une analyse de la revue Politique étrangère. Notre but? Essayez de décortiquer un peu tout ça, comprendre les tensions actuelles, les craintes en Europe face aux États-Unis, et puis voir quel chemin pourrait se dessiner pour l'année qui vient. Allez, on démarre cet examen. Un truc qui saute aux yeux tout de suite dans les sondages Destin commun, c'est cette solidarité européenne. Elle a l'air de tenir bon quand même. Une majorité claire en France, 57%. En Allemagne, c'est 54%. Pologne et Royaume-Uni, autour de 66%. Ils veulent continuer l'aide à Kyiv. Même si Washington réduisait la sienne. Oui, et c'est là que ça devient intéressant parce que cette solidarité européenne, eh bien, elle coexiste avec une méfiance qui grandit vis-à-vis des États-Unis. L'enquête montre bien qu'après les tensions Trump-Zelensky et le discours un peu plus isolationniste, seul un quart des Français voient encore les USA comme un allié fiable. Alors qu'entre Européens, la confiance reste forte. C'est frappant comme contraste. Hmm. Et l'analyse de la BBC sur Vance, le vice-président, ça vient éclairer cette posture America First, non? Son discours à Munich, la confrontation avec Zelensky, il fait le lien direct entre l'aide à l'Ukraine et les difficultés, disons, de la classe ouvrière américaine. C'est ça qui expliquerait cette méfiance européenne. Ah oui, tout à fait. Ça crée une dynamique où l'Europe se sent potentiellement plus isolée, c'est vrai, mais peut-être aussi plus poussée à agir ensemble, finalement. D'ailleurs, l'IRSD mentionne cette idée d'un tandem Kallas-Tusk, par exemple, qui pourrait maintenir une ligne européenne assez ferme face à Washington et à Moscou. Et cette situation, ça nourrit une anxiété qu'on sent bien. 76% des Français qui craignent que la guerre s'étende en Europe, d'après Destin commun, c'est énorme. Et une majorité pense qu'une victoire russe, en Ukraine, même partielle, ça ouvrirait la porte à d'autres agressions russes en Europe. Oui, et cette peur, elle est liée à une méfiance très profonde envers la Russie. Moins d'un tiers des Européens pensent qu'on pourrait faire confiance à Moscou même après un cessez-le-feu. Du coup, la crainte, très forte en France notamment, c'est qu'une négociation directe entre Trump et Poutine, ça se fasse au détriment et des Ukrainiens et des Européens. Pourtant, sur les solutions concrètes, les avis sont partagés. Par exemple, envoyer des casques bleus. Les Britanniques sont plutôt pour, 57%. Mais en France, c'est moins, 44%. Et en Pologne, carrément 27%. Ils créent l'engrenage, j'imagine. Exactement. Par contre, et ça c'est intéressant, 62% des Français soutiendraient le retour du service militaire obligatoire. Ça montre un changement d'état d'esprit peut-être. Oui, c'est un signe des temps, comme vous dites. Et dans ce climat, l'arrivée de Trump, avec sa promesse de régler le conflit très vite, Pierre Vimont en parle en politique étrangère, ça remet la question de la paix au centre des discussions, forcément. Même Zelensky, l'IRSTD le note, a évoqué un cessez-le-feu. Mais attention, sous condition, des garanties de sécurité de l'OTAN. Donc, il y a une évolution, mais prudente. D'accord, mais une paix négociée, est-ce que c'est vraiment sur la table? Les sondages Destin commun, ils montrent que les Français, par exemple, refusent massivement une négociation juste entre les USA et la Russie. Seulement 19% sont pour. Ils insistent pour que l'Ukraine soit là, évidemment, mais aussi l'Europe. Ben oui, c'est tout le nœud du problème. Les scénarios de l'IRSD et l'analyse de Vimont, ils soulignent ce risque d'une paix un peu bancale, quoi. Un conflit gelé, style coréen, ou pire, un échec total des négociations parce qu'il n'y aurait pas de vraies concessions russes ou pas de garantie suffisante pour Kiev. Telos suggère même que toute cette agitation diplomatique pourrait n'être qu'une façade, un outil de communication. Et l'IRSOD va plus loin. Il dessine 4 futurs possibles pour 2025. Ça va du cessez-le-feu précaire au conflit gelé, en passant par une crise politique possible en Russie. Et puis il y a le scénario le plus sombre. Exemple, au-dessus de la mer Noire. Le but serait de choquer, de briser la volonté occidentale, d'imposer un nouveau rapport de force. Ça fait froid dans le dos. Et ça rappelle ce que disait l'ex-analyste de la CIA, Peter Schroeder, dans Newsweek fin 2023. Il jugeait ça très possible une frappe nucléaire russe, visant potentiellement le temps même.
parce que Poutine pourrait penser pouvoir maîtriser l'escalade et prendre Washington de vitesse. Oui, c'est un scénario extrême, bien sûr, mais il met en lumière la conclusion principale de l'IRSSD, l'urgence pour l'Occident de se préparer. Se préparer davantage, continuer à soutenir l'Ukraine, adapter les stratégies militaires, parce que la menace russe, elle est vue comme durable, voire existentielle. Donc si on essaye de résumer ce que nous disent toutes ces sources pour 2025, on a une Europe qui est plutôt solidaire avec Kiev, mais aussi très anxieuse et méfiante envers Washington. On a une Amérique dont la politique étrangère est pleine d'incertitudes, et puis une Russie qui reste une menace majeure, avec même ce risque nucléaire en toile de fond. L'équilibre est incroyablement précaire. Effectivement, on est un peu sur une corde raide entre la recherche d'une sortie de crise, le risque d'une paix qui ne serait qu'illusoire, et puis le danger constant d'une escalade. La capacité de l'Europe à maintenir une stratégie commune face à tout ça, ça va être déterminant. Et pour finir, une petite réflexion inspirée par l'analyse de Pierre Vimont. Au-delà de l'arrêt des combats, est-ce que les conditions sont vraiment réunies pour penser une paix qui soit juste et surtout qui assure une stabilité durable pour l'Europe? C'est une question qui risque de rester ouverte bien après 2025. J'en ai peur.